Yaurana Kuraura, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, un bon sommeil est essentiel pour être performant dans toutes ces activités. Pour nous en parler, nous accueillons deux experts. Nous avons d'un côté Isabelle Tatiana Lothar, sophrologue. Elle nous parlera de l'accompagnement pour retrouver un bon rythme de sommeil, Yorana. Et puis de l'autre, nous avons Toté Tristan Gillet, cardiologue et médecin du sommeil qui travaille sur les liens entre le sommeil et la santé, bien sûr, Yorana. Yorana. Alors, comment retrouver un bon rythme après les vacances qui viennent de passer? Pourquoi le sommeil conditionne-t-il notre réussite finalement au quotidien? Ça sera notre sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. 25% des adultes et des enfants souffrent de troubles du sommeil et cette situation s'aggrave et c'est normal après la période de vacances par exemple où les rythmes sont chamboulés. Après l'arrivée de la rentrée, il est souvent difficile de reprendre des habitudes régulières, pourtant c'est essentiel pour notre santé au quotidien. Il est donc crucial de comprendre comment le sommeil influence justement notre santé et notre performance. On va commencer avec toi, Toté Gillet. Justement, le sommeil, j'en parle depuis le début, mais ça influence sur la performance, que ce soit sur les adultes ou les enfants. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le sommeil, finalement, on a longtemps cru que c'était utile seulement pour le cerveau, mais on s'est petit à petit aperçu qu'on s'était trompé. C'est vraiment le sommeil, la belle machine humaine, c'est le moment uniquement la nuit où elle va se réparer et où ça peut impacter tous les organes. Donc effectivement, si on a un mauvais sommeil, une mauvaise qualité de sommeil, on va être chaque matin, chaque journée d'activité, un peu vulnérable sur le plan physique, sur le plan psychique. Donc, et puis ça joue beaucoup aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Ça c'est certain que tu parlais des vacances, pendant les vacances, effectivement, on décale un peu les horaires de sommeil chez les enfants, etc. Donc, bien sûr, c'est cette qualité de sommeil pendant les vacances, juste à la reprise, elle peut être altérée et on verra plus loin comment on peut faire pour recaler tout ça. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, tu nous parlais de santé mentale et aussi santé physique. La santé mentale, c'est relativement simple. Moi, personnellement, je dors pas beaucoup, je commence à devenir irritable. Mais physique, c'est-à-dire, est-ce que tu peux rentrer dans les détails? Physique, ça peut... L'éventail des symptômes et l'éventail du ressenti quand on a un sommeil perturbé, il est très large, puisque vraiment, le sommeil sert à tout réparer. C'est le moment privilégié la nuit. Donc effectivement, sur le plan physique, déjà, ça peut être de se réveiller déjà fatigué, d'avoir des coups de barre, comme on dit dans la journée, d'avoir de la somnolence, d'avoir des problèmes de vigilance, voire de gros problèmes effectivement de concentration, qui peuvent par exemple poser des problèmes lors de la conduite des véhicules ou pour les professionnels. Ça peut être dangereux. Oui, tout à fait. Ça a été bien établi, il y a pas mal d'études là-dessus. Je suppose que, Tatiana, ce sont des cas que tu as pu rencontrer, des gens qui viennent te voir parce qu'ils sont fatigués, que ce soit mentalement ou physiquement? Oui, mais surtout, moi, j'ai des cas de gens qui ont développé plus des angoisses, des crises d'angoisse, des crises de panique qui sont liées justement Parle bien devant ton micro, aux problématiques de sommeil, pardon, excuse-moi. Donc des crises d'angoisse, tu nous disais? Ouais, crise d'angoisse, crise de panique, beaucoup de stress qui sont liés aussi au sommeil. Donc pour rebondir sur ce que disait Tristan, c'est qu'effectivement, d'un point de vue, alors pour nous en sophrologie, alors il y a le côté physio, mais il y a le côté aussi plutôt psycho et du coup cognitif, donc des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire aussi, d'humeur, et d'humeur, ça, oui. et beaucoup d'humeur. Donc comme en sophrologie, on va traiter justement les émotions, on va venir réguler tout ça. Je reviens sur ce que tu disais, angoisse, stress, donc ça veut dire que en toute logique, la tension monte, ça peut avoir aussi, toi t'es gelé, des effets sur le cœur par exemple? Oui, tout à fait, ça a été bien mis en évidence il y a quelques années par des grandes études. Alors, il y a eu des petites controverses, mais des études qui sont très discutables. Mais effectivement, on s'est aperçu que, en fait, il faut imaginer que la machine humaine, chaque nuit, elle se répare un petit peu. Et donc, ça a aussi un impact sur les petites artères qui irriguent le cœur, qui irriguent le cerveau. Et finalement, si chaque nuit, pendant des années, votre sommeil est perturbé de manière imperceptible, eh bien, en fait, tous ces petits mécanismes de pièces détachées, si vous voulez, au niveau des artères, se fait mal. Et puis, vos artères
se fragilise beaucoup plus vite et ça a été bien prouvé sur des grosses études avec des grosses cohortes de patients que quand on a des troubles du sommeil assez graves ou des apnées du sommeil ou de manière prolongée, ben, ça multiplie par 3 ou 4 le risque d'AVC, d'attaque cérébrale, d'attaque cardiaque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 10 ou 15 ans. Et ça a un petit peu un lien avec ma prochaine question, qui est finalement le lien direct entre le sommeil et les maladies chroniques. Finalement, ce n'est pas que le cœur, ce n'est pas que le physique en général, ça peut aussi créer des maladies dans le corps. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, faut bien imaginer que même pour les médecins, c'est un sujet assez nouveau. On a longtemps été très ignorants et on a encore trop peu, à mon sens, chez la plupart de mes confrères, on prend petit à petit conscience de l'importance de ces troubles du sommeil. Mais effectivement, il n'y a encore pas énormément de publications et de preuves, mais effectivement, les troubles du sommeil peuvent donner des dépressions chroniques, peuvent donner, par exemple, des gens qui ont très souvent des migraines, voire des migraines vraiment invalidantes dans leur vie quotidienne, ou certaines maladies qu'on appelle auto-immunes ou inflammatoires chroniques, sur le plan intestinal ou autre. On commence à avoir quelques indices qui nous font penser qu'il y a un lien avec ces perturbations du sommeil. Donc c'est une piste de recherche très intéressante, mais il y a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire parce qu'on sait peu de choses. Revenons sur la base, du coup, chez les enfants pour commencer. Tatiana, il y a des périodes de la vie, quand on est jeune et très jeune, il y a des périodes de la vie où le sommeil est plus déterminant que si on est adulte, par exemple. Alors, je dirais qu'effectivement, pendant la petite enfance, l'adolescence aussi, tu vois, c'est important. Et puis, il y a un besoin à l'adolescence de plus dormir. Il y a des choses qui se mettent en place d'un point de vue physiologique qui sont importantes et le sommeil va aider justement à construire tout ça, parce que le sommeil aide à construire. Mais tu vois, hors plateau, on échangeait justement sur ce sujet-là, que l'histoire du sommeil, elle est conditionnée dès notre petite enfance. Donc, il y a un rôle qui est très important aussi des parents qui est à jouer dans ce conditionnement, à cette capacité aussi à bien dormir et à savoir s'endormir seul. Donc, si je trouver cette technique à soi-même. Si je comprends bien, ça veut dire que finalement le sommeil est aussi beaucoup lié à la croissance. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Toi, Gilles, on peut donner quelques détails. Ça veut dire qu'il faut laisser les enfants dormir un peu plus que les adultes? Oui, ça c'est certain. Il faut écouter le rythme naturel de l'enfant. Alors ça résume pas tout, mais effectivement, c'est pendant le sommeil que certaines hormones sont sécrétées. Et par exemple, la GH, l'hormone de croissance et d'autres hormones sont sécrétées principalement la nuit. Donc effectivement, si l'enfant il a besoin de beaucoup plus de sommeil que nous, c'est un peu normal. Et je rebondis sur ce que disait Tatiana. À l'adolescence, il y a quelque chose de particulier, c'est que juste après la puberté, quand il y a l'éclosion comme ça des hormones sexuelles qui arrivent chez la jeune femme ou le jeune homme, ça modifie complètement les cycles de sommeil. Et les adolescents sont des couches-tard. Il y a une espèce de jet lag, de décalage horaire biologique, physiologique. Donc c'est pour ça que nos sociétés au niveau des horaires scolaires sont mal adaptées à ça. D'autant plus ici, apparemment on commence beaucoup plus tôt qu'en métropole, dans certains par exemple. pays nordiques et au Canada, il y a eu quelques études, quelques lycées pilotes où on commence jamais les cours avant 9h. Et en fait c'est très prometteur, il y a des meilleurs résultats scolaires. C'est-à-dire qu'un adolescent, si on le laissait en libre cours sans les horaires scolaires ou en vacances, lui, à 21h, 22h, l'adulte, il commence à fatiguer. Lui, il est plein de balles, il a plein d'énergie. Il va avoir envie de se coucher à minuit et de se lever à 11h du matin. Simplement, avec les horaires sociaux et les horaires scolaires, il ne peut pas faire ça. Et donc, mais après, c'est un peu gênant d'obliger un adolescent, un lycéen à se coucher à 20h, 21h. Il va y arriver difficilement. Le feu à 21h, bah oui, voilà. Comme tu disais. Donc, il y a des horaires comme ça à respecter. Il faut comprendre qu'un adolescent, de temps en temps, à cause de sa croissance et de l'énergie que ça nécessite, il va dormir un week-end, il va dormir 12 heures d'un coup. Il faut le laisser faire. C'est important pour sa construction. Je suis un petit peu resté adolescent. Du coup, ça veut dire qu'on reste sur les adolescents, Tatiana. Il faut pouvoir les laisser dormir, comme vient de dire toi, Gilles, le week-end. Mais il faut faire attention à ne pas trop les laisser dormir. Peut-être qu'il y a un juste milieu à avoir. Bah écoute, comme pour nous tous, je pense que le sommeil doit être conditionné aussi un peu à un rythme. L'essentiel, c'est aussi de trouver ce rythme-là
de créer cette cadence aussi, enfin tu vois ces rituels aussi autour du sommeil. Le laisser dormir, oui, pas trop longtemps non plus, effectivement, voilà. C'est qu'il faut une régularité. Voilà, c'est la Ce que font régularité. souvent des adolescents, c'est que ils se couchent tard, ou certains adultes, ils se couchent très tard, ils sont en dette de sommeil, ils ont une durée de sommeil trop courte toute la semaine, et puis il y a une espèce de décalage horaire du week-end, blam, ils essaient de rattraper d'un coup le week-end, et cette espèce d'effet on-off, semaine-week-end, c'est pas bon. Il faut essayer, pour avoir une bonne hygiène de sommeil, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut essayer d'avoir une certaine régularité, des horaires d'endormissement, de durée de sommeil. Le corps, il a besoin d'une certaine stabilité. Parce que si on s'habitue, ça peut avoir un impact. On peut tellement être habitué qu'on peut le reproduire à l'âge adulte. Est-ce que ça peut arriver? Oui, il y a un conditionnement, mais c'est plus un conditionnement construit par notre environnement et nos sociétés modernes où on doit se lever pour aller au bureau, etc. Ce sont des horaires qui ne sont pas naturels, en fait. J'ai l'impression, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on a de moins en moins besoin de sommeil. Autant quand j'étais plus jeune, effectivement, j'avais besoin de 12 heures de sommeil, mais Tatiana, j'ai l'impression que les personnes âgées, je prends l'exemple de ma grand-mère, elle se lève à 4 heures du matin tous les jours. Est-ce que c'est le cas plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil? Alors, je parlerai plus sous le contrôle de Tristan, oui, mais j'imagine qu'il y a effectivement cette tendance. Bon, j'imagine que ta grand-mère se couche beaucoup plus tôt. C'est ça. Oui, aussi, c'est vrai. Ah, c'est ça. Ce qui est important, c'est la durée. Parce que, et finalement, en Polynésie, on trouve que les gens se lèvent très tôt, mais c'est assez adapté. Finalement, il faut suivre l'hiver, il faut suivre le soleil. Et c'est plus logique de s'endormir quand il n'y a plus de lumière, quand le soleil se couche, de s'endormir à 20h et à se lever à 4h du matin. Ici, c'est quelque chose qui est très bien. Alors on parle de rythme aussi depuis tout à l'heure. Bon, c'est un classique quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et en plus là on parle de sommeil, c'est d'autant plus compliqué. On essaie toujours de trouver un fautif. Et chez les enfants, si je reviens vers eux et les adolescents, c'est les écrans. Ça peut effectivement être problématique, Tatiana? Oui, c'est problématique. On sait aujourd'hui que cette fameuse lumière bleue, tu vois, elle a un impact parce qu'elle a un impact sur le cerveau, surtout sur l'hormone que l'on va sécréter, qui est la mélatonine. Voilà. Elle peut stopper cette sécrétion de la mélatonine. Et donc, oui, effectivement, c'est pas très bon. Mais pas que pour les enfants, hein. Pour tout le monde. Pour nous aussi, hein. Ça. Tu vois. Est-ce qu'on peut avoir des petites astuces, par exemple? J'entends dire que avant de dormir, il faut laisser le téléphone au moins 1 heure ou 2 heures avant de se coucher pour que ça puisse avoir un réel impact sur son sommeil et l'endormissement. Oui, pour les gens qui ont des problématiques de sommeil, alors là, je vais te parler vraiment plus technique, sophrologique. On va, comme je disais tout à l'heure, remettre un rituel de sommeil, tu vois, se mettre dans de bonnes conditions pour aller dormir. Alors oui, les enfants aujourd'hui ont l'habitude des écrans. Ma génération va te dire, on prenait un livre, on lisait. Et c'est vrai que lire va permettre justement non seulement de susciter tout cet imaginaire, mais de t'amener à un sommeil qui va être beaucoup plus calme. Après, en sophrologie, on va surtout réapprendre à respirer correctement. La respiration va avoir un impact très important sur le sommeil. Le sommeil? Bien sûr. Bien sûr, c'est l'un des premiers outils, j'ai envie de te dire, que l'on va utiliser en sophrologie pour les gens qui ont des problématiques de sommeil. Réapprendre à respirer en conscience, calmement. Une respiration lente et profonde. Et si on respire pas bien, ça peut avoir des conséquences, Les gens entendent parler de ça de plus en plus. Alors c'est sa spécialité, mais là, par exemple la cohérence cardiaque ou des choses comme ça, toutes ces choses-là. Mais juste pour revenir un instant sur les écrans, c'est qu'on a découvert, et d'ailleurs ça a été l'occasion d'un prix Nobel il y a quelques années, on a découvert que la rétine de l'œil n'avait pas seulement une fonction visuelle, mais au microscope, il y a une petite couche derrière la rétine visuelle, des tout petits ganglions qui ont une activité, un rôle non visuel. Et c'est-à-dire que quand la lumière, qui est un synchroniseur externe, touche ces cellules avec le soleil, elle fait comprendre au cerveau, dans une petite glande, qu'il faut arrêter de sécréter l'hormone qui va faire dormir, la mélatonine. Et donc, alors ces histoires d'écran, c'est que la lumière bleue, elle a quasiment la même longueur d'onde, 460 nanomètres, que la lumière du soleil. Donc en fait, ça berne notre cerveau. Avec les écrans et la lumière bleue, notre cerveau continue à croire qu'il fait jour. Et donc diminue souvent jusqu'à 25% la sécrétion de mélatonine. Alors,
certes, il y a cette histoire de lumière bleue, mais on en revient un petit peu. Il y a aussi le fait, tout simplement, que un écran, ça vous stimule la vigilance, ça excite votre concentration, et le fait de scroller, de regarder des écrans, de faire des jeux vidéo. Il n'y a pas que la lumière bleue, il y a le fait de maintenir comme ça en alerte la personne et l'enfant. Et c'est ça aussi dans les écrans qui ne prédisposent pas au sommeil, parce que pour être dans un bon environnement, lumière faible, pas trop de bruit, plutôt un peu de fraîcheur, on sait qu'une douche plutôt fraîche le soir va favoriser le sommeil, etc. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur les écrans. Bien sûr. Parlons justement de cet environnement, comme tu disais, on parle de l'environnement de sommeil, comme la lumière, la température, le bruit, tu viens de nous en parler, Oui. Tatiana. Ça a un rôle, comment l'optimiser? Est-ce que déjà, on bannit les écrans juste avant de dormir? On prend un livre, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Sachant qu'en plus là c'est la rentrée, est-ce qu'on peut donner des petites astuces? Est-ce qu'il faut par exemple bien se couvrir, être bien au chaud, ou au contraire est-ce que la température par exemple ça peut jouer un rôle? Oui, comme le soulignait Tristan, effectivement, la température, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Après, en sophrologie, on peut utiliser avec la visualisation et la relaxation cette capacité justement à amener dans des parties du corps un peu de lourdeur, de la chaleur. Donc tout ça, c'est avec l'accompagnement du sophrologue qu'on va apprendre à faire ce chose-là. Mais c'est pas l'environnement, c'est pas la chaleur environnementale en fait. Tu Ok, vois pas ce la que je veux chaleur dire? réelle on va dire. C'est pas la chaleur réelle, voilà. C'est notre capacité à amener cette chaleur à l'intérieur de nous, cette douceur et cette lourdeur aussi que On nous parle amène. des habitudes aussi, par exemple, tu nous parles de lourdeur. Moi, ça me fait tout de suite penser au repas qu'on peut prendre Ah oui. la nuit. Il faut un repas léger, à ce qui paraît. Hein. Manger trop gras la nuit, ça peut nous rendre lourd et on peut passer un mauvais sommeil. On peut avoir un mauvais sommeil. Manger trop. Ouais, manger trop le soir, effectivement, va pas favoriser un sommeil, un bon sommeil. Ça, c'est sûr. Donc, manger un petit peu plus léger. D'ailleurs, les personnes âgées, tu parlais tout à l'heure des personnes âgées, elles tendent à ça, d'ailleurs, hein, en vieillissant, à manger beaucoup moins, même naturellement, en fait, de façon très naturelle. Elles mangent moins. Et tout à l'heure, tu nous parlais donc, dans toutes ces méthodes de la respiration. Ouais. Ce qui me fait penser, toi, t'es gelé à l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, ce sont des personnes qui, de manière imperceptible, quand ils sont... il faut bien comprendre que dans le sommeil profond, ça s'impose à nous, c'est vital, mais c'est le seul moment de notre vie où on ne contrôle plus. L'espèce humaine est souvent un peu orgueilleuse, on pense qu'on contrôle tout, qu'on se connaît bien, que nous, on sait faire, etc. Non. Il y a un moment de notre vie, tous, qui est quasiment un tiers de notre vie. Quand on est en sommeil profond, on est inconscient. Donc on ne perçoit plus ce qui se passe, et on s'est aperçu, on était assez peu informés là-dessus il y a encore peu de temps, que la nuit, il y a certaines personnes qui ont une anatomie un peu particulière au niveau de la gorge. On a un endroit là au niveau de la gorge qu'on appelle le pharynx, qui est une zone un peu vulnérable parce que c'est mou. Là il y a de l'os, mais vous avez une zone qui est un peu vulnérable. Dans la journée, vous avez des muscles comme des tendeurs qui laissent la gorge ouverte pour bien respirer. Et il y a certaines personnes, à chaque fois, irrémédiablement, à chaque fois qu'elles s'endorment profondément, quand ces muscles lâchent, elles ont la gorge qui se referme. Et elles ne respirent pas, la langue vient buter derrière, elles font des apnées, ou bien ça se rétrécit et il y a des résistances inspiratoires importantes. Et ça met en alerte le corps pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des longs cycles de sommeil où tout peut se réparer, le sommeil est fragmenté, dérangé, parce que le corps se dit attention, là la personne ne respire pas, je vais la réveiller un petit peu, il y a des micro-éveils qui se font, et ça perturbe énormément le sommeil, et ça empêche tous les mécanismes de réparation dont on parlait tout à l'heure. Ça paraît rien, mais un petit peu chaque nuit, comme ça, pendant 10 ans ou 20 ans, Oui, ça pose des gros problèmes de santé. Ça peut avoir des graves conséquences, mais ça touche qui exactement? Ça touche beaucoup de monde. On a longtemps cru, et vous allez encore... entendre ça dans la population, ou même si vous allez voir votre doté, on peut souvent croire que oui, ça ne concerne que l'adulte, et pour caricaturer, un homme de plus de 50 ans en surpoids et qui ronfle. Et en fait, on s'est aperçu que 40% des gens qui ont des apnées du sommeil sévères ne sont absolument pas en surpoids.
Et on sait également que ça concerne les enfants. Hein, ça, j'entends Ah souvent bon, même ça. les enfants? Oui, j'entends souvent ça dans mes consultations. Les gens sont très étonnés que les enfants fassent des apnées, mais on a vraiment ce problème aussi chez les enfants, a fortiori s'ils sont en surpoids. Et c'est quoi la solution par rapport à ces apnées du sommeil? Alors les solutions, elles sont diverses. On ne traite pas on traite pas de la même manière chez un enfant qui a 10 ans que chez un adulte. Chez un enfant, il y a souvent des solutions ORL ou d'orthodontie. Il faut bien comprendre que ces troubles d'apnée du sommeil, c'est à cause d'une anatomie particulière. Donc déjà, c'est quasiment toujours familial. On se ressemble dans une famille, on a le même visage, on a des similitudes de morphotype, d'anatomie, et donc derrière, il y a le même problème souvent. Donc chez l'enfant, il y a des faciès qu'on peut reconnaître avec l'habitude, qui prédisposent énormément à ça. Et souvent, tant que le visage de l'enfant est encore malléable, pas soudé, cartilagineux, on peut modifier avec l'orthodontie ou certaines petites interventions ORL pour essayer de ne plus faire d'apnée un peu plus tard. Mais chez l'adulte, le traitement de référence, c'est un espèce de petit coussin d'air, un espèce de petit appareil qui a été inventé par un médecin australien et ça marche très très bien. Et ça tombe bien parce que tu nous permets de faire une transition vu qu'on reste avec les enfants. Très rapidement, Tatiana, tu peux nous donner les bonnes astuces à avoir pour les enfants. On est à la rentrée, donc certains vont avoir du mal. Est-ce que tu peux donner des adultes pour les enfants, voire même pour les adultes finalement? Alors, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est reprendre un rythme progressivement, c'est-à-dire pas attendre la veille de la rentrée pour recommencer à prendre ce rythme-là. Bon, c'est trop tard. Vous êtes déjà en retard, il fallait prendre le rythme avant. Non, mais une semaine avant, c'est pas mal. Une Une semaine semaine, c'est bien, avant. une semaine, pas trop longtemps Il y a non une plus inertie. avant. Donc Voilà. déjà prendre un rythme, d'autres astuces? Reprendre un rythme, écoute, d'autres astuces. Tout dépend si l'enfant a une problématique, effectivement, de sommeil. Là, si on parle des enfants, en général, ils ont Respirer. Ils en ont pas trop. Pour les adultes, Mhm. oui, c'est la respiration, c'est la libération des tensions. Parce que là, il y a la rentrée, mais il y a un phénomène, tu me rejoindras, je pense, que l'on va retrouver plus ou moins, c'est cette espèce d'angoisse du dimanche soir, tu sais, le dimanche soir où on dort moins bien parce que Oui, le lundi en matin, stress. on est en stress et on recommence à travailler. Donc, c'est apprendre justement à libérer toutes ces tensions. Donc, les techniques de sophrologie vont nous apprendre à cette libération des tensions. Ah, le sommeil, comme on l'a vu, c'est un pilier de notre santé, de notre performance. Justement, ça me permet encore une fois de faire une transition parfaite avec notre pharmacienne Anaïva Kalmagis qui nous donne des conseils pour mieux dormir. Par exemple, somnifères ou remèdes naturels, quelle est la bonne solution? Ce sont nos questions express. Yorana, je suis Anaïva Kalmagis et je suis pharmacienne. Alors en pharmacie, on va avoir plusieurs solutions, on va dire naturelles, pour pouvoir emmener au sommeil. Moi, en pharmacie, surtout ce que je vais conseiller, ça va être d'abord les plantes, donc en première intention. Ensuite, en deuxième intention, moi je donnerais plutôt de la mélatonine, qui est déjà une petite hormone qu'on produit intérieurement. Lorsque la nuit tombe, notre corps va la sécréter, mais en faible quantité. Nous, en pharmacie, on a des dosages un tout petit peu plus importants et pareil, ça va emmener justement à ce sommeil. Ensuite, ce qu'on peut avoir, ça va être les huiles essentielles. Par exemple, la lavande vraie, en fait, des odeurs vont permettre une relaxation et vont ensuite emmener au sommeil. Ou encore de l'oligothérapie avec du magnésium qui va avoir cet effet apaisant aussi, tant au niveau mental qu'au niveau physique. On va orienter les gens vers des solutions naturelles lorsque le patient est jeune, en première intention. Quand, par exemple, il va y avoir un trouble léger du sommeil lié à un stress, lié à des examens. Mais aussi, si les personnes ne souhaitent pas prendre de médicaments, on va les orienter vers des solutions naturelles. Dans le cas où il va y avoir prescription de somnifères sur ordonnance, là, ça va être un petit peu plus encadré. Il va y avoir un avis médical, des recherches d'antécédents. On va vraiment faire attention. Et là, ça va être dans le cas d'insomnie chronique, sévère, en général sur une courte durée, peut-être aussi un petit peu chez les personnes âgées, et en cas d'échec thérapeutique, donc de première intention, c'est-à-dire avec les solutions naturelles quand ça ne fonctionne pas. Alors oui, la dépendance aux somnifères est un risque réel et ça peut se manifester notamment par des phénomènes d'accoutumance
Donc on va avoir besoin de doses beaucoup plus élevées qu'au départ pour avoir le même effet. Ça peut aussi se manifester par une dépendance psychologique, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas le médicament, on n'arrivera pas à dormir, donc là on a une insomnie qui s'installe, ou aussi par un effet de sevrage. Lorsqu'on arrête un petit peu de manière brutale certains somnifères apparentés aux benzodiazépines par exemple, là on va avoir un effet d'insomnie rebond, une irritabilité, là ça va être un petit peu plus compliqué. De retour sur notre plateau, donc on vous rappelle très rapidement les astuces. Pas de téléphone dans la chambre des adolescents, le rythme, la respiration et dans les cas les plus extrêmes, allez voir directement un professionnel de santé. Et on vous donne aussi des bons conseils et des bonnes lectures pour votre sommeil avec l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est 20 minutes de lecture pour avoir quelques chiffres et les enjeux de la recherche sur le sommeil. Vous avez même un dossier d'information sur l'apnée du sommeil. Si vous voulez en savoir plus, vous verrez, faire dodo, c'est important. Vous avez l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Ce site regroupe des psychiatres et des neuropsychologues et ça vous permet d'en savoir plus sur le sommeil en général finalement. Et enfin, bien dormir, ça s'apprend. 2 mois de programme pour retrouver le sommeil, écrit par le psychothérapeute Benjamin Lubczynski. J'espère que je l'ai bien dit. Et c'est plus ou moins la même chose, avec surtout un CD de 30 séances de relaxation pour mieux s'endormir, des tableaux d'auto-évaluation et d'autres outils pratiques. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Tate Gillet. Merci à toi D'avoir participé à notre émission. Et nous, les amis, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas à 18h votre VAT. Maururu itotato farerero a Trahoma, dormez bien, parheana.